Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dans le pays de la Rance et de Saint-Malo. Du produit brut à la dégustation, Frédéric nous fera découvrir un élevage d'huîtres naturelles et Wilfried des fumaisons d'exception. Plus loin dans les terres, nous verrons aussi comment le cidre se renouvelle grâce à des vieilles variétés de pommes. Je vous laisse apprécier les initiatives des habitants de ce terroir et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Au nord-est de la Bretagne, le pays de Saint-Malo est délimité par une bande littorale allant des polders du Mont-Saint-Michel à l'est aux falaises Cap-Fréhel à l'ouest. Au cœur de celle que l'on appelle aussi Côte d'Émeraude, l'estuaire de la Rance forme une vallée qui s'étire entre terre et mer. Bien que les paysages constituant la vallée de la Rance aient été façonnés par l'homme, la nature impose son rythme à ce terroir. Les frontières qui se redessinent chaque jour sur ce littoral ont ainsi vu fleurir de nombreux moulins à marée. Bâtis entre le XIVe et le XVIIe siècle, ces édifices permettaient alors de transformer les produits de ces terres grâce au reflux de la mer. Le phénomène naturel qui les a vus naître a permis la création du barrage de la Rance. Cette force maritime fournit ainsi l'électricité nécessaire aux villes de Dinard et Saint-Malo. Les marées et ses courants puissants, ainsi que les nombreux îlots fortifiés, ont protégé la cité corsaire durant des siècles. Le climat capricieux du pays malouin a permis aux pommiers de s'imposer face à la vigne chez les marins. Les tonneaux de cidre qu'embarquaient les équipages de l'époque ont ainsi fait fleurir les vergers dans les campagnes avoisinantes. Une variété de pommes anciennes a été conservée jusqu'à nos jours et retrouve ses lettres de noblesse sur les terres de Planquette. Après avoir été porché pendant 20 ans, Christophe Boulot a repris en 2006 des vergers de Guilvic, une variété ancienne dont seuls 60 hectares subsistent encore aujourd'hui en France. Alain Lepage est quant à lui maître de chai dans une cidrerie et il vient régulièrement contrôler le développement de ces pommes un peu particulières. Salut Christophe. Ça va là? Alors, comment que ça se passe? Bah, ça va, l'herbe. Contente? Eh oui. Donc là, tu as déjà fait la totalité de... Et voilà. Presque la Une totalité partie du des verger. Guilvic sont finis là. Normalement, ça s'annonce une année tout à fait correcte pour la Guilvic. Tu veux, on va aller voir ce plus près Ouais, là-bas. on peut aller les voir de plus près, ouais. D'accord. Viens voir, tu as vu, c'est des arbres qui sont quand même en bonne santé. Oui, il n'y a pas de... Enfin, je vois pas de chancre en tout cas. Non, c'est voilà. Puis les fleurs sont... Les fleurs, une très belle voilà, floraison. Hein. Très belle floraison, donc très belle pomme. Et moi, je vais me régaler à la récolte. Je la mange comme de la pomme à couteau. Une Si pomme tu de veux. table. Comme une pomme de table, voilà. Ouais. Également appréciée par les marins du sud Morbihan, d'où la pomme est originaire, cette variété a pourtant bien failli disparaître. Heureusement, dès les années 80, des passionnés comme Alain ont entrepris une sélection des meilleures souches de Guilvic parmi les 15 existantes. Bon là, c'est une pomme qu'on a récupérée sur un arbre au mois d'avril. Et c'est la particularité de cette souche, en fait, elle reste très accrochée à l'arbre. Donc là, comme mon passage aujourd'hui permet de vérifier que le sol est bien enherbé, donc les pommes, lorsqu'elles vont tomber de l'arbre, vont séjourner au sol. Et il faut savoir qu'une pomme, quand elle tombe de l'arbre, n'est pas complètement mûre. Qu'elle va poursuivre sa maturité donc, au sol, et la poursuivra d'autant mieux sur de l'herbe que sur de la terre. Donc c'est une variété vraiment exceptionnelle qui dénote de toutes les autres variétés. Une variété donc acidulée à chair blanche, mais aussi capable de produire beaucoup d'arômes. Et donc c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi pour travailler un cidre différent de ce qu'on fait en classique. À la fin de l'automne, les pommes récoltées sont apportées à la cidrerie de Pleudien-sur-Rance, où elles seront pressées pour obtenir un premier jus très sucré. Une fois ensemencées avec des levures aromatiques, la fermentation pourra alors commencer sous l'œil attentif du maître de chai. La fermentation a démarré puisque on a perdu l'équivalent de 10 points de masse volumique. Ça correspond à 20 grammes de sucre en 2 jours. Il faut que cette fermentation se fasse
à une vitesse qui soit suffisante mais pas excessive, de façon à développer le maximum d'arômes. La durée de fermentation va être d'une quinzaine de jours pour obtenir un Gilvik complètement désucré, un Gilvik sec, et qu'on va laisser maturer sur lit encore ensuite pendant 4 semaines à 5 semaines. Plusieurs variétés de pommes fermentent également aux côtés de la Gilvik. Une fois les cidres obtenus, Alain commence alors un tout autre travail dans son laboratoire. Il lui faut à présent assembler les différentes variétés pour obtenir un cidre blanc à fines bulles. Ce champagne breton est obtenu en combinant les variétés Gilvik et Avrol, ainsi qu'un jus de pomme acidulé très peu fermenté. Donc le Gilvik, alors il est trouble parce qu'il y a encore présence de levures qui seront éliminées donc, à la filtration. Les caractéristiques du cidre blanc, il faut qu'au niveau de la couleur, il ait une couleur dorée pâle avec des reflets verts. Alors on retrouve bien le côté citronné, donc notamment apporté par la variété Avrol, et l'ananas mûr, donc apporté par la variété Gilvik. C'est une variété qui, par rapport à l'ensemble des variétés cidricoles, a le plus de précurseurs aromatiques. C'est-à-dire que ce sont des molécules présentes dans la pomme qui ne sont pas odorantes initialement, mais que lorsque la fermentation démarre, vont pouvoir être produites. Et donc, il faut travailler la pomme acide un peu comme on travaille les cépages, de façon à cibler sur des caractéristiques particulières, adaptées à des moments de consommation, et aller dans ce sens-là, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir justement aller à la rencontre, retrouver les anciennes variétés et les mettre en valeur. Et tandis qu'Alain préserve un patrimoine végétal avec ce cidre bien particulier, d'autres travaillent à partager les légumes et bons produits de ce terroir à proximité de Saint-Malo. Chaque mercredi soir, les adhérents de l'AMAP viennent chercher leur panier garni de légumes frais et locaux. Cette association d'aide au maintien d'une agriculture paysanne amène les consommateurs à s'engager financièrement et moralement auprès de producteurs tels que Jean-Claude Juel. T'as pas le même âge. Tu viens les yeux fermés ici? C'est clair. L'esprit de la MAP, c'est coopérer, on se rend service. Tiens, tu peux pas en prendre mon panier, toc, toc. Donc il y a des valeurs. C'est les valeurs associatives. Donc on a les frais salés, les frais nature, la brousse, la feta, là les fines herbes toujours là, les flaunes, les 3 flaunes, vanille, citron, chocolat. Le lactique, tu vois, tu en as un plus fin ou un plus affiné, au choix. Fort, c'est celui-là ? Ouais. Jean-Claude et sa femme Marie-Christine proposent ainsi près d'une quinzaine de produits entièrement réalisés à partir du lait des brebis qu'ils élèvent sur leur ferme familiale, nichée dans le bocage de Saint-Broladre. Travaillant selon les principes de l'agriculture biologique depuis près de 15 ans, Jean-Claude commence chaque matin par la traite de ses bêtes. La brebis, on va s'apercevoir qu'elle n'aime pas trop la traite, elle veut que ça soit rapide. Donc nous, on a essayé de traire qu'une fois par jour, sans les forcer à produire. Bon, ça nous permet aussi de nous libérer pour aller livrer les AMAP. Je ne suis pas dans une agriculture de forçage. Ça, c'est un choix. Donc je ne veux pas forcer mes animaux à produire. Les animaux donnent ce qu'ils peuvent, l'optimum, le potentiel, mais pas de forçage. Parce que nous, ce qui compte, c'est la qualité, puisqu'on a les clients en face de nous. Donc eux, ils achètent que s'il y a de la qualité. La quantité, il y a ce qu'il y a. Comme il aime à le dire, Jean-Claude travaille sur une ferme et non une exploitation. L'échange mutuel entre l'homme et l'animal est au cœur de ses préoccupations. Il faut que les animaux aient pleine confiance dans les hommes qui s'occupent d'eux et qu'il y ait une belle relation. Ouais, c'est un moment très agréable, la traite. Et là, on voit massage, il n'y a plus rien. Alors c'est là qu'intervient ce que je te disais, la vérification et la gratitude. Donc la gratitude, c'est on vérifie la mamelle et on la remercie sur la hanche. Être dans la gratitude. Et donc il faut le faire, c'est très important. Et je trouve que c'est une bonne relation qu'on a avec le vivant. Après avoir consommé un foin de qualité, les brebis vont ensuite partir se nourrir sur l'ensemble des 15 hectares de la ferme. Grâce à un système de pâturage ouvert, elles passent librement de champ en champ, ne prenant ainsi que le meilleur de chaque parcelle.
Cette alimentation riche permet alors aux animaux de produire du lait en quantité. Fin avril, on voit des herbes qui commencent à fleurir, à monter. Et donc c'est ce qu'elles cherchent, elles se déplacent. Mais elles mangent aussi des jeunes pousses, parce que les jeunes pousses sont pleines d'énergie. La santé passe par l'équilibre. Et dans un environnement comme ça, l'animal a l'équilibre. Donc moi je fais ce qu'il faut. Et puis là on voit bien, elles vivent une vraie vie de mouton, quoi. Elles se déplacent, elles cueillent, elles pâturent, elles font du sport, là il y a le soleil. Sur ces terres, Jean-Claude a semé plus d'une quinzaine de plantes et s'évertue à développer des haies bocagères aux espèces variées. La grande diversité des végétaux que consomment les moutons les protège ainsi de nombreuses maladies. Chaque plante est utile, chaque plante a sa raison d'être. Donc du mois de mars jusqu'à la Toussaint, c'est la période de pousse des plantes et des fleurs, de la floraison. Et ben c'est jamais pareil. Donc on a vraiment du fromage atypique. On n'achète pas de produits pour donner du goût, pour aromatiser le fromage, des ensemencements. Nous, c'est naturel. Les levains sont naturels. Les arômes, ils sont là. Chaque fleur amène des arômes et amène du goût. Donc c'est important. C'est pour ça que j'ai choisi la brebis. Brebis, animal fleur. Et plus on lui amène de fleurs, plus tu as un fromage. Quand les gens mangent ça, ils disent « Ah ça a du goût, c'est bon ». Ben voilà, c'est ça qu'ils mangent en fait. À l'image des agriculteurs qui travaillent les terres de la baie du Mont-Saint-Michel, les habitants de Cancale ont su mettre à profit leur terroir maritime pour y élever une spécialité iodée. Dans l'ostréiculture depuis 4 générations, la famille Lemoyle exploite aujourd'hui 11 hectares de parc sur l'estran cancalais. Elle travaille une huître dite naturelle, qui n'est pas née en laboratoire et dont les larves planctoniques doivent être captées directement en mer à l'aide de structures appelées collecteurs. Aujourd'hui, 70% des ostréiculteurs travaillent de l'huître triploïde. Nous, on a décidé de rester plutôt dans les 30% pour se démarquer, pour faire un produit vraiment d'exception et vraiment rester dans les bases qu'on a appris en fait. Alors là, on a 2 huîtres, ça vient du même collecteur, elles ont le même âge. La différence de taille, c'est comme l'être humain en fait. On peut avoir des petits, des grands, des gros, des maigres. Et en fait, c'est ça, l'huître, c'est un peu pareil. Notre travail, en fait, c'est vraiment de les emmener sur les parcs qui vont être nécessaires pour les faire grandir le plus rapidement possible, mais avec une rondeur exceptionnelle. Après avoir été retirées des collecteurs, les huîtres sont séparées les unes des autres à la main avant d'être triées selon leur taille. Elles seront ensuite mises dans des poches et nécessiteront l'attention de Frédéric tout au long de leur croissance dans ces parcs. Donc là, on est sur des petites bêtes. Donc ça va être du 18 mois de collecteur, 100% naturel. Alors en fait, nous l'été, on vient taper les huîtres et ça va casser cette petite collerette légèrement violacée. Et en fait, vous voyez, on va la casser comme ça, histoire que l'huître se reforme et devienne beaucoup plus dure. Et évite de pousser en longueur. Ça va permettre qu'elle s'élargisse. Plus dans le principe là, quoi. On veut pas de ça, quoi. Ça, on l'évite. Donc ça, c'est moins commercialisable, c'est moins beau, c'est moins vendeur. Et ça fait vraiment par contre une super huître avec un taux de chair exceptionnel. Nous, tous les ans, on est obligé de rouvrir les poches, on est obligé de redécoller les huîtres, on est obligé de les travailler. C'est des petits bébés, quoi. C'est nos bébés, quoi. C'est une passion. C'est être sûr de son produit et d'aller de 0 jusqu'à 3 ans en étant sûr à 100% de ce qu'on produit, quoi. 6 mois avant leur commercialisation, les huîtres sont envoyées au vivier-sur-mer. Les marées plus fortes favorisent le développement d'une coquille plus épaisse qui facilitera notamment le transport des mollusques. Elles ont à peu près le même goût, mais il y a quand même une petite différence. Parce qu'en fait, le fait qu'on les passe au vivier-sur-mer leur donne un petit goût d'iode supplémentaire. Et en fait, c'est vraiment subtil, c'est un peu meilleur. Après avoir grandi 36 à 40 mois en mer, les huîtres sont prêtes à être consommées. Mais avant, l'ostréiculteur les laisse dégorger dans les bassins de son entrepôt, puis les nettoie et les sélectionne en vue de l'expédition. En fait, je suis en train de voir si elles ne sont pas un peu affaiblies au niveau de la coquille. Donc en fait, pour savoir, on est obligé de les taper. Et pour savoir si elles sont creux, pour savoir si c'est une coque ou bon. Et à ce moment-là, on les met pas, on les remet sur des autres parcs, histoire qu'elles refont leur coquille et qu'on puisse les remettre un peu plus tard, quoi. Hop. Et ça permet que le client est satisfait et qu'elle ne perde pas leur eau sur le trajet.
Et bien qu'il ait son propre restaurant sur le port, Frédéric vend une grande partie de sa production aux grandes et moyennes surfaces. Ça peut atteindre 2 à 3 jours avant que ça arrive dans les grandes surfaces. Mais vu que les gens après achètent forcément un peu plus tard, donc ça peut atteindre jusqu'à 6 à 7 jours grand maximum avant de les consommer. Donc cette bourriche en fait c'est pour un client de Paris qui a commandé par Port de Bon. Et en fait il va recevoir sa bourriche d'ici demain, voire après-demain. Et en fait par le biais de ce site, ça leur permet justement d'avoir des produits de qualité comme s'ils venaient à Cancale les manger dans un restaurant. Avec le site Pour de Bon, Frédéric a ainsi trouvé une solution respectant son produit tout en le rendant accessible à tous. L'idée de vendre en direct a germé au cours d'une discussion avec un cousin et offre aujourd'hui de nouvelles opportunités. Il nous a proposé son projet et on a marché tout de suite dedans. En fait, c'est une histoire de famille. C'est vrai que pour nous, c'est gratifiant parce qu'on sort vraiment un produit de qualité et la personne qui est en face reçoit vraiment un produit de qualité et ça permet aussi de créer des liens entre nous et d'avoir des très bons commentaires. Si les huîtres ont fait la renommée de Cancale, les coquilles Saint-Jacques sont les véritables reines des sables de la Côte d'Émeraude. À proximité du Cap Fréhel, elles font le bonheur des pêcheurs de Saint-Caux-le-Guildo. Ancien commercial en pharmacie, Wilfried Quinveros a décidé il y a 5 ans de valoriser le coquillage star de ses côtes en créant son propre fumoir. Ça casse ? Ouais. Devenu artisan fumeur, il porte une attention particulière à sa matière première et vient lui-même la chercher, quelle que soit l'heure des débarques et de la marée. Il s'assure ainsi que les coquilles Saint-Jacques passent directement du bateau à son fumoir où elles seront immédiatement décortiquées. Donc moi je vais venir chercher la noix qui est vraiment située à cœur. Donc je vais retirer la poche d'intestin, la barde. Donc on va venir juste chercher en bout et après on a juste à tirer dessus et ça vient tout seul. Et après on va venir inciser avec le couteau avec 2 ou 3 gestes. Voilà, pour bien retirer la noix. Les rendements sont très faibles sur les coquilles Saint-Jacques, donc il faut vraiment s'assurer de récupérer le maximum de la noix et d'éviter d'abîmer la fibre. Pour ces fumaisons, Wilfried ne travaille que les noix de belle taille et demande ainsi aux pêcheurs qui le fournissent des coquilles Saint-Jacques d'au moins 11 cm. Alors là, on est sur des coquilles qui viennent du gisement de Saint-Malo. Des coquilles dites à noix blanche sans corail, parce qu'encore une fois, elles sont prélevées dans des profondeurs moins importantes, avec une nitri-alimentation qui est vraiment plus riche. Et c'est ce qu'on perçoit encore davantage après salage et fumage. Du coup, on amplifie les goûts. Une fois rincées, les noix seront salées à sec, ce qui permettra d'extraire jusqu'à 10% de leur volume en eau et assurera ainsi une meilleure conservation du produit. Wilfried utilise pour cela un sel de Guérande particulier, riche en oligo-éléments et très humide. Alors on est très peu à l'utiliser parce que ça demande davantage de temps pour extraire l'eau des cellules de la noix. Moi au contraire je le vois comme un gros avantage, ça va me permettre de ne pas déstructurer la fibre du coquillage ou des poissons qu'on va transformer. Il faut vraiment y aller gentiment, avec parcimonie. Et pour autant, il faut qu'elles soient intégralement recouvertes de leur robe de sel. Il faut qu'on soit hyper rapide dans le salage de toute notre lot de fabrication. Après un temps de salage dont l'artisan garde le secret, les noix sont à nouveau rincées, séchées, pour enfin être fumées. La sûre de hêtre apportera douceur au produit, tandis que les copeaux issus de fûts de chêne de whisky écossais ajouteront une note tourbée. Au terme de ce long processus, les noix fumées auront ainsi perdu 30% de leur poids initial. Donc à la dégustation, on va avoir une noix qui a de la fermeté sur toute sa couronne et du fondant à cœur. Et puis parallèlement, le fait qu'on ait concentré cette texture, on va concentrer les arômes. Donc son goût noisette, mais également son taux de sucre, va être amplifié à la dégustation. Et pour faire découvrir ces produits, Wilfried s'est associé à d'autres artisans de bouche et à un ami marin pour faire déguster les spécialités de ce terroir dans un cadre original. Ça va ? En forme ? Ouais. Bonjour madame. Michel. Enchanté.
L'équipage de Fin Gourmet embarque aujourd'hui pour une promenade sous le commandement de Renan. Et tandis qu'ils mettent le cap vers l'archipel des Ébiens, Wilfried prépare les créations de son fumoir en cuisine. Moi, ce qui m'intéresse dans la balade gourmande, c'est que c'est un retour aux sources. Consommer la Saint-Jacques ou les poissons fumés à bord d'un bateau, c'est difficile de faire mieux. Et l'idée, c'était d'abord de faire découvrir le poisson à l'état brut, ou la Saint-Jacques à l'état brut, et ensuite en version travaillée. Alors, au final, pour les amateurs de Saint-Jacques, et qui l'aiment en particulier en carpaccio, ils peuvent se faire plaisir simplement en la dégustant comme ça au naturel. J'ai beaucoup de restaurateurs avec lesquels je travaille qui l'associent simplement avec un peu d'huile d'olive, un peu de citron vert, un joli poivre par-dessus, mais quasiment le produit brut. Messieurs, dames, hop, tenez. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la Saint-Jacques fumée. Tenez, si on regarde vraiment sur la tranche, on va s'apercevoir que la fibre, elle a complètement disparu. C'est concentré, quoi. Et c'est vraiment le fait d'avoir tout concentré grâce au salage et au fumage. Bonne dégustation. Merci. Alors personnellement, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a le retour direct. Parce que la sanction, elle est immédiate, c'est j'aime pas. Il n'y a pas de filtre. Donc c'est ça qui est plaisant. C'est à la fois une prise de risque, mais c'est hyper enrichissant. Ça nous permet de savoir si on est toujours sur le bon fil conducteur ou pas. C'est ça qui me donne beaucoup de satisfaction et beaucoup d'énergie et d'envie pour persévérer, aller découvrir également d'autres poissons ou coquillages à transformer salés et fumés. Sur ces terres, marquées par l'influence de la mer, les spécialités bretonnes fleurissent et ne cessent d'évoluer au fil des envies des hommes et des variations de la nature. Ce terroir, riche et unique, se dévoile ainsi en offrant une palette de couleurs et de saveurs iodées. Aujourd'hui, je cuisine des huîtres dans une crème de chou-fleur au piment d'Espelette, émulsion de haddock. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 8 belles huîtres numéro 2 pour la crème de chou-fleur au piment d'Espelette, 500 g de chou-fleur blanc, 80 g de poireaux, 1 litre de lait entier, 25 g de beurre, 2 brins de coriandre, 3 à 5 g de piment d'Espelette, du gros sel et du sel fin. Pour l'émulsion de haddock, 90 g de crème, 80 g de lait, 20 g de haddock. Pour la vinaigrette, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de jus de citron. Pour la décoration, 200 g de chou-fleur violet, 200 g de chou-fleur jaune. Pour la crème de chou-fleur au piment d'Espelette, lavez le poireau, ne gardez que le blanc et l'émincez. Divisez le chou-fleur en bouquets. Suez au beurre le blanc de poireau 2 à 3 minutes sans coloration. Ajoutez le piment d'Espelette et bien mélanger. Versez le lait, portez à ébullition. Ajoutez les petits bouquets de chou-fleur, salez, puis cuire à petit bouillon et à couvert 30 minutes. Les choux-fleurs vont être en purée, donc bien vérifier avec la pointe du couteau qu'ils soient très cuits. Mixez, passez au chinois, rectifiez l'assaisonnement et réservez au frais. Pour l'émulsion de haddock, coupez le haddock en morceaux. Mélangez la crème et le lait dans une casserole, ajoutez le haddock, portez à ébullition, puis laissez frémir pendant 5 minutes. Retirez du feu et laissez infuser 15 minutes. Filtrez, versez dans le siphon et gazez avec 2 cartouches, puis réservez au réfrigérateur. Dans chaque chou-fleur jaune et violet, taillez 12 sommités et taillez 20 g en chiffonnade à la mandoline. Il est vraiment très important d'avoir des choux-fleurs très fermes et ce sera beaucoup plus facile pour les émincer à la mandoline. Cuire les sommités de choux-fleurs séparément à l'eau salée. Les refroidir, égoutter et éponger sur un papier absorbant, puis réserver au réfrigérateur. Ouvrir les huîtres, les éponger sur un papier absorbant, puis les couper en 4. Mélanger 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de jus de citron, puis assaisonner la chiffonnade de chou-fleur. Pour
le dressage. Dans chaque assiette creuse, disposez au centre d'un cercle 8 morceaux d'huîtres, un peu d'émulsion de haddock et la chiffonnade de chou-fleur coloré. Salé, poivré, retirez délicatement le cercle et ajoutez 3 sommités de chou-fleur autour. Faire quelques points de crème de chou-fleur très chaude et servir le reste à part. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.